M. Andreas Pfeiffer, après quelques 20 années d'expérience, se voit de nouveau traduit en conseil de discipline par le recteur de l'Académie de Nancy-Metz qui s'appelle Richard Lagagné. Je suis devant le lycée. Devant moi, il y a Andreas et Maître Rizacher. Ils viennent à peine d'arriver. Hein. Andreas, est-ce que tu souhaites dire un mot en direct ou pas? Oui, on va dire quelque chose. D'accord, ok. D'accord, ok, très bien. Ça y est, ils prennent la parole. Ok. Ça me fait chaud dans le cœur aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui sont venus de loin. C'est de Belgique, Luxembourg. J'attends encore Emmanuel Arba, professeur belge, athlète. Donc il va venir aussi. Donc il faut le soutenir aussi. Le travail, les radios au chômage, c'est très rude aussi pour lui. Juste les radiés. Donc aujourd'hui, on va se battre. Il y a une chose que nous avons déjà gagnée. Il y a énormément de courriers, de lettres à travers toute la France, à travers l'Allemagne, à travers le Luxembourg, la Belgique, pour nous soutenir, c'est-à-dire pas pour la cause qu'on défend tous. Quoi qu'ils en disent aujourd'hui, c'est bien pour les enfants. On ne vend pas pour faire du baratin, on vient pour faire changer aussi les gens, de prendre conscience que c'était ignorant de ce qui s'est fait à l'école. Il faut réfléchir, on n'est pas là pour détenir la vérité, mais on est là pour enclencher une discussion, un débat, et surtout dire, quand il y a des enfants, ils sont centrés et on ne peut pas les toucher. Donc voilà, je suis super heureux parce qu'on est une grande équipe aujourd'hui, autour de mon avocate, Maître Nathalie. Elle est là. Voilà, Nancy. Gauthier, que vous connaissez, le président de fait la force 90, va intervenir aussi. Bruno, mon collègue, qui a des choses à dire. C'est super qu'il y a aussi des collègues qui vont intervenir. Donc, vous pouvez les intervenir. Et aussi la porte-voix, parce que je suis pas seul à subir un harcèlement lourd. Et c'est super, c'est une histoire de famille. Elle a plusieurs casquettes. Je ne peux pas intervenir aussi. Et Antoine, mon ancien élève, nous avons donné énormément d'actions. On a préparé des films ensemble, des conférences. C'est un grand artiste. Regardez ça. Et mon ami Pascal, professeur universitaire, qui a suivi le harcèlement. Donc, il y aura du ravitaillement. Dans les clés à Régent. Après un certain moment, on va dire qu'on est passé, on a quelques plus, et on les amène à mettre. Non, Andreas, Andreas, on peut saluer ton courage, et tes collègues, et Clotilde, et tous les autres étudiants. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je pense on est sur une lancée parce que ce qui se passe, bien de et je pense que tout le monde va le faire parce que on a travaillé tous ensemble. Ne prétend pas du tout être un libéral ou un une pièce d'un puzzle qui est importante. Et je vais vous faire soutenir, mais ça c'est actuellement parce qu'il y a répétition, c'est la situation qu'on va. C'est vrai. Ça peut dire les enfants. Il faut comprendre mon projet. Là, je laisse la parole à Nancy. Je vais déjà tous vous remercier. Remercier aussi tous ceux qui ont témoigné par mail, par courrier. Il y avait des choses de bien. En fait, un résistant qui est tous faire du mal, je crois, c'est le slogan du rectorat. Et justement, aujourd'hui, Andreas est poursuivi pour manquement à son obligation de réserve. La première fois, le Conseil de discipline du 14 mars 2022, c'était pour les propos tenus par rapport à l'ouverture de dialogue, à la liberté d'expression concernant la pandémie, le port du masque, l'injection, les vaccinodromes, etc. Là, le rectorat attaque sur un autre axe, c'est-à-dire qu'il considère qu'il manque à son devoir de réserve dans la mesure où il distribue les tracts par rapport toujours à ce combat contre la doxa et la propagande du gouvernement suite à l'épidémie de Covid.
mais également par rapport à la prise de parole dans des journaux, dans des radios, dans des vidéos. Donc aujourd'hui, c'est ça. On lui reproche le manque de l'obligation de réserve. Vous voyez que c'est tout l'effet inverse, c'est-à-dire que plus on est en train de harceler Andreas, plus évidemment le rayonnement médiatique en témoigne, c'est bien grand. Aujourd'hui, le but, c'est d'expliquer pourquoi il y a de l'acharnement, pourquoi il y a du harcèlement. Et Andreas n'est pas le seul, il vient de vous le dire, Gilles, Bruno, et on a un nouveau témoignage qui est tombé tout fait hier d'une personne qui est encore harcelée par M. Odile, le professeur de l'ESNAM, qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une démarche, d'accord, on est devant un conseil de discipline, c'est donc une juridiction, vous voyez, la portée d'un robe, je vais plaider en robe, sauf qu'on lui reproche déjà par rapport aux documents, au dossier assez vide, et l'effet est tout à fait inverse. Quand on nous dit qu'on se fait la liberté d'expression va être faite, vous savez mieux que moi, on est tous plus forts et on est tous encore à visage découvert et encore de façon massive. Voilà. Je ne sais pas comment ça va se passer, ils sont 38 théoriquement, en fait, moitié c'est paritaire, hein, moitié administratif, et des représentants syndicaux aussi, qui peuvent être de notre côté, et puis également de l'équipe pédagogique. Donc, on verra comment ça se passe. Je ne sais pas pourquoi c'est délocalisé. Là, c'est un point d'interrogation. Certains me disent que c'est parce qu'ils ne voulaient pas de troubles à l'ordre public devant les tout nouveaux locaux flambant neufs du rectorat. Moi, je laisse le doute, je vais voir peut-être tout à l'heure. Je pense que c'est parce qu'ils sont nombreux et qu'ils sont plus à un endroit où il y avait de la place, mais voilà, je laisse ce point d'interrogation. Donc aujourd'hui, c'est la 1e fois, alors Andreas, c'est la 6e fois, alors 2e discipline, mais voilà, on va encore se battre 2 fois plus jusqu'à ce que soit on comprenne qu'il y a des choses même conciliées, la liberté d'expression avec le statut des fonctionnaires, dès lors qu'il y a un enjeu aussi important que les enjeux que dénonce voilà, je m'en ai 30, il ne faudra pas que je mette 30 tout à l'heure. Il faut que je garde mon calme, tout le monde devra garder son calme. Il y a beaucoup de témoins aujourd'hui, donc j'espère qu'on va pouvoir donner la parole, consacre le temps à nous écouter. Encore une fois, je ne sais pas. À chaque fois, le 4 juillet, on a claqué la porte, ça n'aura pas plus, sinon on ne peut pas parler. À un moment donné, on s'est regardé, on a dit on se mascarade, on s'en va. Ça a énervé tout le monde parce que ça n'avait pas signifié la fin de la réunion, mais on est parti quand même. Donc, même pas qu'on leur tienne tête. Nous, on a un combat légitime, donc on continue. Voilà. Là, aujourd'hui, on est sur l'obligation de réserve, donc la liberté d'expression conciliée avec le statut du fonctionnaire. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est un terme volontairement. Je ne sais pas si c'est ce terme-là. Donc, lequel? L'obligation de réserve. Oui, construction pour les soignants. Oui, c'est très flou. C'est ce qui a été défini par un texte. Non, construction jurisprudentielle. Et ça n'existe qu'en dehors, en fait, parce que à l'intérieur, dans le service, c'est l'obligation de neutralité. Et en dehors du service, c'est l'obligation de réserve avec une appréciation des tribunaux avec un curseur qui est mouvant. C'est pour ça que c'est un peu pour conseil. Donc il y a l'Alsace qui nous rejoint avec Christine. Et je vous demande d'employer Emmanuel, le professeur belge. Emmanuel! Il a été licencié. C'est normal, c'est normal. Il y a l'équipe Pardon. Donc on est intervenu, je suis très heureux de retrouver à Namur. Voilà, là maintenant, depuis Namur, je n'ai plus de salaire, je n'ai pas au chômage, ils ont été jusqu'au bout. Risa Cher, est-ce qu'il est possible que vous expliquiez un peu plus en détail la construction jurisprudentielle que vous avez définie comme étant le terme obligation de réserve? L'obligation de réserve, c'est pas du tout partie du statut de la loi Le Port de 83. C'est une construction purement jurisprudentielle que les tribunaux apprécient en fonction du contexte, en fonction de la nature de ce qui est reproché à l'enseignant qui aurait éventuellement bafoué cette obligation de réserve. Et tout doucement, la jurisprudence s'est construite. Le curseur est un petit peu fluctuant par rapport à cette obligation de réserve. En dehors du service. Dans le service, c'est l'obligation de neutralité. L'obligation de réserve aujourd'hui est théoriquement bafouée par Andreas. C'est parce qu'il se serait exprimé dans une émission de radio, dans 2 vidéos. Une émission de radio qui est Matin de la radio et qui est 2 vidéos, donc une sur ma chaîne vidéo à moi et une sur la chaîne vidéo de Studio Télé. D'accord. Voilà. Et une construction jurisprudentielle, ça se fait par rapport à différentes affaires qui ont été traitées et
on en déduit une position de la justice vis-à-vis de ce concept. En fait, le droit administratif, on dit que c'est un droit prétorien. Un droit prétorien, ça veut dire qu'il se construit dans les prétoires. C'est effectivement la succession de décisions à différents niveaux qui établissent une jurisprudence, un courant bien défini au fur et à mesure qu'on a des arrêts qui vont dans le sens. D'accord. On les regarde partir. Rizacher a parlé de son chef d'établissement qui s'appelle Olivier Odile, Odile O-D-I-2-L-E. Et il se trouve que donc l'année dernière, Andreas Pfeiffer et son avocate Nancy Rizacher ont porté plainte pour harcèlement moral lorsque Andreas est revenu dans son établissement après 4 mois de suspension en 2022. Eh bien, il s'est aperçu que le chef d'établissement avait changé sa manière d'agir avec lui et que il subissait une certaine rétrogradation de ses responsabilités et que le chef d'établissement avait invité des collègues d'Andreas à écrire ce que il et elle pensaient de lui. Et donc, ça s'appelle évidemment une petite cabale diffamatoire avec des écrits qui sont mensongers, bien sûr. Et donc, pour mettre un terme à cela, eh bien, Andreas et son avocate ont porté plainte pour harcèlement moral l'année dernière. Et donc, ce que je vais vous faire écouter maintenant, eh bien, c'est la petite entrevue avec Nancy Rizacher. Alors, le cas d'Andreas est emblématique puisque, en réalité, depuis le mois de septembre, il est effectivement dans le collimateur du rectorat. Il a été suspendu à titre conservatoire. On n'a toujours pas la décision de la commission de discipline du 14 mars qui devait prononcer une sanction, mais il a été suspendu donc du 6 décembre au 6 avril. Mais depuis le 6 avril, il vit en Colbert. Il a réintégré ses cours, il a repris son poste d'enseignant, sauf que il a énormément de harcèlement, de menaces, de pression, et cet acharnement a fait que la coupe est pleine et qu'on a déposé plainte devant le procureur de la République, puisque là, cette fois-ci, le harcèlement moral pour moi est constitué, matériellement et moralement, l'infraction pénale est constituée. Pourquoi? Parce que on lui a supprimé, alors quand je dis on, c'est le proviseur lui a supprimé des notes qu'il avait établies avec ses élèves, puisqu'il avait souhaité depuis le mois de septembre privilégier l'oral avec ses élèves. Il en avait clairement fait état devant les élèves qui ont fait des efforts donc à l'oral. Il avait mis un coefficient 4, et il se trouve que ces notes ont disparu. Il a également été sujet d'une inspection le 5 mai à la demande de son proviseur. Le rectorat a envoyé une inspectrice qui lui a fait une inspection le jour où il avait plus de 7 heures de cours d'affilée, avec une inspection dans la classe de 13h à 14h, et puis de 12 à 13h, de 13h à 14h un entretien, et il devait reprendre ses cours à 14h sans même faire de pause. Et finalement, l'entretien qui a tourné uniquement autour de ses positions éthiques, philosophiques, politiques sur la vaccination, l'entretien s'est terminé à 15h, ce qui fait qu'il a raté 1 heure de cours. Les élèves ont dû aller en permanence, et il a enchaîné ensuite avec donc le reste de son programme de l'après-midi. Et puis des collègues à lui se permettent de lui faire des mails en lui demandant, en lui indiquant que l'année d'après, ce sont eux qui prendront les classes européennes, c'est-à-dire les classes dans lesquelles l'allemand est renforcé. Donc cet acharnement a fait que aujourd'hui une plainte est déposée, et le tout est entre les mains du procureur qui, je l'espère, va diligenter des investigations plus approfondies, parce qu'aujourd'hui on est en train de mettre Andreas et un autre professeur également pour lequel on a déposé plainte sur la touche, sur le banc de touche. On essaye de faire une chasse aux sorcières, on essaye de cadenasser des enseignants qui, eux, veulent simplement faire leur travail comme ils l'ont toujours fait depuis des années. Ils sont expérimentés, ils sont investis, et ce qu'ils veulent, c'est simplement pouvoir faire leur travail. On les en empêche aujourd'hui, et ça devient un volet, à mon sens, pénal. Il défend et il partage exactement les mêmes valeurs que moi, c'est-à-dire que pour lui et moi, excusez-moi, mais je suis chaque fois ému quand je parle de tout ça, mais on ne supporte pas qu'on touche à la santé et au bien-être de nos élèves. Et quand on sait tout ce que nous on sait, je n'arrive pas à admettre que des gens de l'enseignement ne soient pas capables de voir clair, et qu'ils soient aussi lâches et aussi pleutres à obéir comme des larbins qu'ils sont.
Alors moi, parce que maintenant, pour le moment, je suis sans rien, j'ai plus de salaire, pas droit au chômage, rien du tout. Donc, quand j'ai appris qu'on pouvait venir soutenir Andreas, qui est devenu un excellent ami, parce que je l'ai croisé d'abord, moi, comme je l'avais expliqué, dans les marches blanches à Luxembourg. Moi, j'étais le petit bonhomme dans le public et lui, il prenait la parole. Et j'étais admiratif devant lui en me disant, waouh, le mec, il est comme moi. Mais bon, lui, il en prend plein le nez. Et puis, tout compte fait, moi, ne sachant pas me taire, dans mon école, j'ai refusé d'obéir aux injonctions qu'on me donnait parce que on m'interdisait de répondre aux questions des élèves, les élèves qui m'interrogeaient parce qu'ils entendaient parler de certaines choses sur le port du masque, sur la vaccination. Eh bien, j'ai été convoqué dans les bureaux de la direction où, il faut que je précise aussi, j'ai été dénoncé chaque fois de manière anonyme par des collègues de l'école, alors que j'ai traité de couilles molles, de pleutres et de lâches. Et c'est une des raisons qui ont fait qu'ils ont voulu me licencier parce que j'avais tenu des propos désobligeants envers des enseignants. Un enseignant ne doit pas faire ça. Par contre, un enseignant peut délater un autre en se cachant de manière anonyme. Ouais. Donc, voilà. En plus, il me disait, ah mais non, hein, un enseignant doit avoir le droit de réserve. Donc, c'est-à-dire qu'on ne doit pas aborder des sujets tels que... Et tous les autres profs dans l'école qui poussaient les élèves à se faire vacciner pour pouvoir aller en vacances, pour pouvoir aller en voyage scolaire, ou même, malheureusement, et là je dis malheureusement parce que j'ai encore des contacts dans l'école, j'ai des anciennes élèves à moi, j'en ai une qui m'a écrit dernièrement très attristée, elle m'a dit, Monsieur Herbin, j'ai dû me faire vacciner pour pouvoir faire mes stages dans l'école, autrement, mon année n'était pas validée, et la pauvre fille, depuis qu'elle a fait ses vaccins, maintenant, elle fait des crises d'asthme, alors qu'elle n'avait absolument rien avant. Une autre de mes anciennes élèves, une gentille fille, franchement et tout, sous la pression, il faut faire tes vaccins, autrement tu pourras pas faire tes stages. La pauvre gamine, il y a 3 semaines, un mois, sa maman a dû l'emmener d'urgence à la clinique un week-end tellement elle souffrait d'endométriose. C'était une catastrophe. Et on pense que cette pauvre gamine ne sera jamais maman. Elle a 19 ans. Et c'était tout le temps. Alors moi, non. Moi, c'était hors de question que j'obéisse à ces ordres. Et donc, j'ai été jusqu'au bout, parce que comme je le dis, voilà, moi, je suis entier. Pour le moment, oui, je sais pas du tout comment je paierai mes factures le mois prochain, mais je m'en fous. Voilà, c'est comme ça. Parce que j'avais des collègues qui me disaient aussi, mais t'es fou, parce que voilà, moi, j'ai 57 ans. Hein. Donc, il y en avait qui me disaient, mais t'es fou, dans un an, tu peux te planquer, tu peux partir, parce que j'avais droit à un départ anticipé. Et je leur disais, mais attendez, les gars, entre ma sécurité financière, mon boulot, et le bien-être et la santé de mes élèves, mais il n'y a pas photo, je leur disais. Alors eux, ils comprenaient pas. Alors eux, ils partaient et voilà. Alors j'ai été pris pour un fou, pour un illuminé. Enfin voilà. Donc moi, être là aujourd'hui, pour moi, c'était normal. Et j'ai écrit aussi parce que Andreas m'avait donné les adresses. J'ai envoyé une lettre moi aussi aux 3 personnes qui m'avaient donné pour le soutenir. On verra bien ce que ça va donner, mais voilà. Pour moi, c'était tout à fait normal d'être là. Est-ce que tu avais déjà entendu parler justement de harcèlement moral, que ce soit par la hiérarchie ou par les collègues? Est-ce que tu avais déjà entendu parler de ça ou est-ce que tu avais déjà peut-être vécu des petites choses comme ça? Ou est-ce que ce que tu as vécu à partir de 2020, c'est la première fois de ta vie que ça t'est arrivé? Alors moi, c'est la première fois de ma vie que ça m'est arrivé parce que je ne dis pas ça pour me vanter. En fait, c'est dans mon dossier, c'est même l'école qui l'a dit. Ils ont mis avant que, soi-disant, je ne pète un câble, Monsieur Herbin jouissait d'une excellente réputation, tant auprès de ses élèves que de la direction. Donc, j'étais un bon prof. Et le harcèlement, oui, à l'école, malheureusement, oui. Il y en a déjà eu des collègues qui ont été, qui ont dû partir, mais c'était pas énorme. Maintenant, moi, je l'ai vécu sur ma propre personne depuis que j'ai refusé d'obéir. Alors là, c'était continuellement, j'étais convoqué au bureau de la direction, j'ai été convoqué devant les membres du PO. Donc en Belgique, un PO, c'est le pouvoir organisateur. Donc ce sont des gens qui sont au-dessus des directeurs dans une école. Et c'est eux qui ont pris la décision. Alors ils ont joué sur les mots. Hein. Ils n'ont pas dit licenciement. Voilà. Ils ont dit démission d'office. Ah, c'est encore une... Ah ouais, c'est une pirouette juridique. Mais ça, hein. Voilà. Mais alors démission d'office, eux, ça les arrangeait bien, parce que comme ça, si c'est moi qui démissionne normalement, eh bien, du coup, plus de salaire et pas droit au chômage. Et donc, eux, c'est ce qu'ils voulaient. C'était me détruire socialement, parce que là, ils m'ont sali de tous les niveaux, et financièrement. Parce que comme ça, je ne sais plus trop payer mon avocat. Mais c'est voilà. Ouais. Alors, justement, en parlant de payer ton avocat, est-ce que tu envisages de poursuivre donc ton ancien employeur,
Donc, si j'ai bien compris, il s'agit de l'Institut Notre-Dame d'Arlon, c'est bien ça? Institut Notre-Dame d'Arlon, voilà. Est-ce que tu envisages de le poursuivre pour, par exemple, licenciement abusif? Est-ce que tu y as pensé ou pas? Ah, attendez, parce que je ne vous vois plus. Ah voilà. Demain, avec mon avocat, on doit encore rencontrer des inspecteurs de la communauté française. Donc, quand je dis communauté française, il faut savoir que nous, en Belgique, c'est parce que je dépendais de la région francophone. Hein. Donc, je suis bien en Belgique. Et ils sont toujours en train de faire un dossier contre moi. On se demande même pourquoi, puisque maintenant, je ne suis plus prof. Mais ils font un dossier pour essayer de démontrer que dans les années dernières, je n'étais déjà plus un bon prof. Comme ça, ils vont vraiment... voilà. Et alors, en fonction maintenant de la décision qui va tomber de ce dossier, avec mon avocat, on va voir si ça vaut la peine ou si j'ai des chances de les attaquer au tribunal du travail. D'accord. Ouais. Parce que quand en 2021, je me suis retrouvé en dépression, ils avaient mon certificat médical. En Belgique, il y a des lois qui obligent toutes les sociétés, et les écoles sont considérées comme des sociétés, à mettre en place toute une série de procédures sanitaires et administratives pour venir en aide aux gens qui étaient, comme moi, en situation de dépression. Mais rien n'a été fait à l'école. Au contraire, c'était continuellement, là c'était du harcèlement. Hein. J'avais des messages qui me disaient, bah, dès que tu vas rentrer, que ton congé sera terminé, on se voit devant le PO, tac, 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 tac. Et ça, mon avocat l'a soulevé, et l'école, ils veulent pas trop discuter de ça. Donc, j'attends. Ouais. Je croise les doigts parce que si là, ça peut marcher, bon, c'est certain, je ne serai pas réengagé comme prof. De toute façon, je ne veux même plus moi travailler dans ce système de l'éducation. Mais là, je pourrais peut-être alors avoir des dédommagements financiers. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Mais bon, ça va être long. Hein, ça va être long. Oui, mais parce que comme tu le disais tout à l'heure, quand une personne est harcelée, donc en général, le profil des personnes harcelées, en général, hein, c'est plutôt des femmes aux 2/3, et c'est surtout la tranche d'âge de 50 ans à peu près. Ah ouais. Et donc c'est l'âge où justement ces personnes, eh bien, sont devenues tellement expérimentées que, eh ben, ces personnes en fait, elles sont un petit peu au-dessus du lot et elles font ombrage à toute la masse des médiocres qui les entourent. Et comme tu l'as très bien dit, Emmanuel, tu avais toi aussi une excellente réputation avant que les problèmes arrivent. Et Andreas, c'est pareil. Il avait une excellente réputation. Et moi-même, c'est pareil. J'avais d'excellentes notations, tu vois. Voilà, il faut vraiment faire comprendre aux personnes qui se demandent un peu qu'est-ce que c'est que le harcèlement moral dans la fonction publique. Eh bien, c'est que ça tombe sur des personnes qui ont toujours été considérées comme excellentes, très expérimentées, avec des bonnes notations. Et tout d'un coup, comme tu l'as très bien dit, Emmanuel, parce que tu as refusé de te soumettre, alors là, il faut éjecter ces personnes. Voilà. Ah ouais. Et alors, ils ont fait un dossier contre moi, mais c'est inimage, 142 pages. Ils ont été recherchés toute une série de publications quand je mettais sur Facebook, parce que moi, je suis quelqu'un qui dénonce, je ne supporte pas la justice, donc j'ai balancé contre la politique, j'ai balancé contre l'Église catholique, et comme j'avais des heures de religion dans mes cours, ils ont dit, vous vous rendez compte, ils critiquent l'Église catholique. Mais ce qu'ils se sont bien abstenus de dire, c'est que dans l'Église catholique, je critiquais le scandale des prêtres pédophiles. Donc, j'ai pas critiqué l'Église en général, j'ai critiqué le fait que c'était hypocrite, que parce que c'était un monsieur le curé qui chipotait un petit garçon, le mec, il n'était pas en prison. On le déplaçait de diocèse en Belgique et on étouffait l'histoire. Mais ça, ils n'ont pas dit. Ils m'ont accusé aussi d'être complotiste, alors qu'il paraît que c'est un terme qui n'a aucune valeur juridique. Mais bon, voilà. Ils m'ont accusé parce que de temps en temps, dans mes publications, il y avait des trucs où il y avait QAnon derrière, parce que l'information venait de là. Eh bien, il est proche de ce parti d'extrême droite. Enfin, ils m'ont chargé de toute une série de choses pour avoir un dossier vraiment béton et en disant, ben non, on peut pas garder ce genre de professeur. C'est pas un bon prof. Écartez-vous. Voilà, on va pas se faire écraser. Bon, bah écoute, Emmanuel, si tu es d'accord, Jean-Baptiste va te laisser mes coordonnées. Oui. On pourra faire une autre émission qui sera vraiment centrée sur ton expérience à toi, si tu veux bien. Ah, il n'y a aucun problème. Et en plus, avec Andreas, je sais qu'on a été contacté par une télévision, j'ai pas retenu le nom, ADP TV, je sais pas. Oui, TV ADP, c'est ça, TV ADP. Ah ben, voilà. Et donc, normalement, déjà ce soir, je dois être interviewé, et également le jeudi 6 juillet. Et j'ai été invité, j'ai eu la chance d'être invité par Sounia de Verity France, qu'on a vu à Metz. Et je me rends à Nantes le 1er juillet pour aller témoigner en tant que professeur belge. Donc, il s'agit du recteur
de l'Académie de Nancy-Metz qui s'appelle Richard Lagagné, devenu le 13 juillet 2022 recteur de la région académique Grand Est. Et donc, c'est lui qui a décidé d'infliger à Andreas Pfeiffer un second conseil de discipline. C'est lui qui a décidé de lui infliger peut-être une nouvelle sanction parce que Andreas fait usage de sa liberté d'expression. Et la dernière information pour la première partie de ce direct, c'est ceci, que j'ai appris en faisant une petite recherche. Donc, c'est sûrement de bon augure pour Andreas parce que le lycée Arthur Varocco, où est actuellement entendu Andreas et ses témoins et son avocate, eh bien, c'est un lycée qui porte le nom d'un personnage qui faisait partie de l'éducation et qui a justement pendant l'occupation qui a eu un courage incroyable pour défendre des enfants. Eh bien, il a caché de nombreux enfants juifs pour leur éviter la déportation et pour leur éviter la mort. Donc ça veut dire que c'est un patronage inestimable pour Andreas. Ça veut dire que là où il est en train d'être jugé, Andreas, eh bien, le lycée porte le nom de quelqu'un qui a décidé de sauver des enfants dans une situation où justement il fallait être résistant dans l'âme pour résister aux occupants et au régime fasciste de Vichy. C'est un vrai conseil de discipline avec 38 membres. Et comme l'a dit Maître Rizacher tout à l'heure, c'est une commission de discipline qui est paritaire. Ça veut dire que la composition est égale moitié-moitié. Donc, il y a 19 membres de l'administration, donc du rectorat de l'Académie de Nancy-Metz, et il y a 19 membres des personnels de l'éducation. Donc, il pourra y avoir évidemment des professeurs, et il peut y avoir aussi des psychologues, il peut y avoir aussi des conseillers principaux d'éducation, voilà. Donc, ce sont les personnels, 19 voix, et l'administration, 19 voix. Ah, Phil. Voilà, et on sort d'une petite réunion bien sympathique. Et Nancy a dû s'énerver. Désolé parce que. Désolé, mais non. Elle a dû se révéler par rapport à ce qui s'est passé. Donc je lui donne d'abord la parole. Ah bon, d'accord. Ouais. Et voilà, c'est elle refiler la patate chaude. Non, quoi vous dire, c'est vrai qu'on a bataillé pendant 4h30, non, de 2h à 6h, ça fait combien ça? Je sais pas, 4 heures, voilà. Donc, oui, 2h à 6h. Donc en fait, on a eu fidèle au rectorat, alors je vais encore me taper dessus, mais on a eu du mal à avoir une écoute, on a été recadré à chaque fois. Donc les témoins ont été acceptés, alors la liste je l'avais déposée, bien évidemment, je n'ai pas eu de refus, sauf que quand on a appelé les différents témoins, ils ont pris la posture de dire il faut qu'il y ait absolument un lien direct entre ce qui est reproché à M. Pfeiffer et votre témoignage, c'est-à-dire du témoignage direct. Or moi, toutes les personnes qui sont là, et je tiens à les remercier collectivement, c'était aussi pour expliquer la situation de M. Pfeiffer avec différentes facettes, puisqu'on a 3 plaintes quand même pour harcèlement moral, un témoignage de harcèlement moral qui est tombé cette nuit. On a quand même des personnes qui ont côtoyé Andreas dans différentes situations, en tant qu'enseignant, mais en tant que citoyen, en tant que parent d'élève, en tant qu'ami, en tant que... Voilà, vous êtes tous là pour en témoigner. Donc c'était important. On a été sauvé par monsieur, enfin on va peut-être pas dire le nom, mais un des membres de la commission qui a posé la bonne question. Parce qu'au départ, on voulait nous faire taire par rapport à tous les témoignages qu'on mettait à l'abattage comme ça, en disant « Ah bah s'il n'y a pas de lien, c'est inutile et tout ça ». Et en fait, il y a un monsieur qui dit « Bah non, moi ça m'intéresse. Moi j'ai envie d'entendre ». On peut savoir son nom. Ben non, parce que après on va me dire que je fais de la... Non, non. En tout cas, c'était un membre qui était très attentif. Alors, ils sont tous attentifs. Vous voyez certains qui sont dans leurs notes, d'autres qui font... Mais en fait, ils cherchent à chaque fois à déstabiliser. J'ai eu le DRH qui à chaque fois a essayé de me mettre en porte-à-faux. Je parle de jurisprudence, je parle de droit prétorien, je parle de tout ça. Alors il m'avait signalé, donc il m'appelle madame, mais il m'avait signalé qu'il avait un master de droit, ok, très bien. Et il me sort une aberration. Mais maître, vous dites que la jurisprudence n'est pas créatrice de droit. J'ai jamais dit ça. Enfin, c'est comme si vous disiez à un aveugle s'il veut voir. Enfin, je veux dire, je suis avocate, la jurisprudence c'est ma matière première. Mais ils m'ont coupé comme ça. Et tout du long. Et après les témoins, moi j'en étais malade pour vous, franchement. Parce qu'en réalité, à chaque fois, j'étais obligée de leur dire à Andreas, juste avant que Pierre intervienne, j'ai dit si c'est pour les humilier,
c'est pas la peine. Parce que c'est ça qu'ils disent. Et après, à 2 reprises, ils m'ont dit, ah ben dans ce cas, renoncez à vos témoins. Ah, je dis non. Ils sont là pour vous m'avez pas contesté la liste des témoins. Ils ont attendu pendant 4 heures, par respect. Et par utilité dans votre commission, il faut absolument qu'ils témoignent. Donc on est allé jusqu'au bout. Mais tout est comme ça. Tout est comme ça. Et alors les ficelles sont grosses, les ficelles sont... On vous coupe la parole, on vous écoute pas. Franchement, je suis contente de faire mon métier et de pas faire partie de cette institution parce que c'est ce qu'on disait devant un tribunal. C'est parfois costaud. Les enjeux sont souvent les mêmes, voire pires. Mais on peut discuter. Et on n'est pas d'accord, et on nous laisse parler, et on a des contre-arguments. Là, rien. C'est un rouleau compresseur. Alors, peut-être je vous fais sourire, parce qu'à chaque fois, mais moi je suis un peu naïve, à chaque fois que j'y vais, je dis non, ils vont être ouverts d'esprit, ça va aller. Mais à chaque fois, non. Donc, le travail de ça. Moi, je suis outrée, parce que, en fait, je comprends ton malaise, je comprends le fait que on n'a pas le droit de s'exprimer, on n'a pas le droit de dialoguer, on est, encore une fois, mis la tête sous l'eau et voilà. Mais bon, globalement, ça s'est bien passé parce que malgré tout, ils ont fait un effort. Il faut quand même que je salue le fait que si on est sorti là à 6h30, c'est qu'ils ont fait un effort. Ils ont rongé leurs freins, ils ont fait un effort. C'est dur dans l'éducation. Ah ben je me suis fait avoir parce que justement, j'avais déminé. J'avais dit quand j'ai commencé, j'ai dit écoutez, on va aller à l'essentiel parce que je sais qu'à 6h moins 2, vous allez me dire qu'il faut partir. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bon? C'est ce que tu as dit. J'ai dit à 6h moins 2, je sais que vous allez me dire qu'il faut que je me taise et vous allez devoir partir. Il y en a une qui m'a dit oui, vous avez une vision des fonctionnaires qui était trinquée. Non, une vision réaliste. Une vision réaliste. À 6h moins 2, pile à ma montre, la présidente me dit bon, on va peut-être pas passer les derniers témoins. Il aurait fallu lui dire oui, il est 6h moins 2. J'ai pas arrêté de me lever. Alors déjà on crevait de chaud parce que figurez-vous que là on est dans une salle pourrie. Tous les stores étaient baissés, mais on peut pas ouvrir les fenêtres. Elles étaient juste en oscillo basculant. À un moment donné, je me suis levée, j'ai fait tout détraquer parce qu'on n'y arrivait pas. On m'a répondu ah ben non, on rez-de-chaussée, les fenêtres s'ouvrent pas. Donc on crève de chaud. On nous a donné de l'eau quand même. La première fois, on n'avait pas eu pour boire de l'eau. Là, on a eu de l'eau. Et voilà quoi. Voilà, je ne veux pas monopoliser. Aujourd'hui, Attendez, on n'entend rien autrement. Donc je remercie beaucoup Nancy, elle s'est bagarrée vraiment très fermement et même je fais les mêmes constatations qu'on nous a coupées en permanence, qu'on a essayé de faire taire certains témoignages, mais on a insisté, Nancy a insisté, elle a toujours fait une transition, donc ça veut dire que déjà il voulait bouger les Bruno. Ils ne voulaient pas les écouter parce que ça parlait encore de harcèlement. Et donc, pour eux, ça n'avait rien à voir avec l'affaire. Et là, j'ai fait exprès, comme on a appris lors du théâtre avec Gauthier et Marlène, de faire passer un message et dire vous ne voulez pas écouter ici le harcèlement. Vous n'avez rien à faire du harcèlement. Pourtant, c'est quelque chose de grave dans l'éducation nationale. Je voulais juste faire passer ce message-là. Et après, on n'a pas quand même pu faire passer certains messages au niveau du harcèlement moral. Et leur stratégie de couper en permanence, on a essayé aussi le contredire. Nancy s'est imposée. Et je leur ai dit aussi, plus fermement que la première fois, mais vous essayez de nous infantiliser, vous n'en avez rien à faire de ce qu'on raconte, vous n'écoutez pas. Donc j'ai quand même glissé des messages. Vous ne voulez pas écouter le harcèlement moral. J'ai parlé de l'INSEE qui s'est suicidé. Je parlais aussi des professeurs qui souffrent. Donc ils ne peuvent pas entendre parce qu'ils sont dans une prison et ils ne peuvent pas s'en sortir. Et je les plains moi. Je les plains. Quelque part je les plains parce que ils sont des vrais robots et c'est compliqué. Et mais ils font du mal, hein. Donc je les plains, mais il y a des limites. Et je remercie énormément les témoins aussi. Les témoins. Oui, ça fait parce que alors Andrea, tu as suivi le tribunal du Dr Ox au Luxembourg. Qui avait dit maître de division. Oui. Hein, donc au début, enfin moi de ce que j'ai entendu, le docteur Ox, qui est un docteur, hein, je veux dire, il sait de quoi il parle, il est arrivé au tribunal et on lui a dit
Oui, mais toi, en gros, on t'écoute pas, t'es complotiste, tu vois. Donc, c'est ce qui s'est passé au tribunal. Hein. Un peu, j'ai l'impression, comme vous, là, ça fait 4h30 qu'on attend ici, et on n'a pas envie de vous écouter. Le maître Divisio, quand il est sorti du tribunal, il a râlé, il a dit ouais, on ne nous écoute pas ici, je vais porter plainte contre je sais pas quelle instance. Et du coup, le docteur Ross a eu je sais pas, enfin je veux dire le jury du docteur Ross a été mis de côté parce qu'il n'était pas assez impartial. Donc je me dis, parce que là, ça fait 4 heures qu'on attend. Vos témoins, ils sont arrivés petit à petit, donc comme vous dites, 3 heures d'attente, et personne ne les écoute, personne ne vous écoute. Donc je me dis, est-ce que quelque chose est possible par rapport... Oui, ça on le sait très bien. Donc je reste quand même... Écoutez, qu'on n'est pas pris en compte. Alors si, à la fin, à force de batailler, qu'est-ce que je veux dire? Si, tous les témoins ont pu parler, mais pas parler autant que vous l'avez voulu. Si, on s'est battu, justement, mais ils voulaient me dire, ils ont voulu à 2 reprises que je renonce. Que je dise moi, ah ben non, puisque c'est comme ça, on n'y va pas. Heureusement qu'il y avait Nancy, elle a pu faire entrer Clotilde, Antoine et Pascal. Ils voulaient écarter les trois derniers témoins. Et donc on était outrés quand même. On leur a expliqué qu'on avait préparé tout ça. Et ça c'était quand même inadmissible. Par contre, moi j'étais content et j'étais même étonné qu'ils m'ont laissé parler jusqu'au bout. Parce que, comment dire, j'avais préparé un document pour m'exprimer, pour ramener aussi mes vérités. Et c'était important pour moi. Et je me suis dit, quand est-ce qu'ils vont me couper? Ils vont toujours pas couper. Et après j'ai dû quand même m'énerver parce que il ramenait ça toujours à l'agitateur qui a une démarche individuelle, qui gêne le collectif. Donc des questions parfois que c'est moi qui amène une mauvaise ambiance, qui casse aussi le travail d'équipe. Parce qu'ils ont du mal quand même à entendre ou à comprendre que certains rapports sont totalement mensongers. Et là où Nancy était très fort aussi, elle a placé à tout moment le harcèlement moral de mon proviseur. Et ça c'était bien. Ils ne voulaient pas l'entendre, hein. Ils ont tout fait, mais elle était plus maligne. Elle a imposé. Tous ensemble, toi t'en avais parlé, Clotilde t'a remplacé. Gilles, Benoît, tout le monde a vraiment appuyé. Et j'ai dit, si vous n'entendez pas aujourd'hui qu'il y a du harcèlement moral au lycée Claude Gelée à Épinal, c'est que vraiment vous n'avez pas voulu entendre. Et c'est pas la peine. Après, on a rigolé parce que on a dit bah oui, il faudra attendre un suicide ou je sais pas quoi. Oui, et j'ai rigolé, j'ai dit on fera une marche blanche. Mais c'est vrai que alors ils aiment pas quand on fait de l'ironie, ça ils aiment pas du tout. L'humour, c'est donc je leur ai dit, hein, est-ce que je dois me pendre pour qu'ils réagissent, hein. Ça les ça les fait pas trop réagir, hein. Et j'aimerais bien donner la parole aussi aux témoins qui étaient là parce que on les a tous filmés. On les a tous filmés. Parce que c'était pas facile. Chacun a pris du temps et je les remercie. Chacun a pris un temps de préparation et là il fallait s'adapter. Ils essayaient de couper, de faire taire. Donc je me dis, je suis quand même, moi je tiens à mon métier. Je suis bien devant les élèves. Mais quand je vois un cinéma pareil, mais je veux dire. Mais ils ne nous écoutent pas. Jamais je me comporterai devant mes élèves comme ils s'en comportent. Il n'y a aucun respect. Ils perdent du temps à répéter des choses. Combien de fois j'ai dit, mais là on perd du temps. Moi, les enseignants, c'est ça. On répète le cadre parce que c'est moi qui fais la présente. Hein. C'est moi qui fais le cadre, etc. Donc des tas de phrases, mais formatées, elles n'apportent rien. On sent qu'elles n'ont pas de sens. C'est du temps pour en fait gagner du temps. C'est du temps pour gagner du temps et nous faire mariner aussi. Parce que moi j'ai vraiment eu cette sensation. On nous a laissé attendre pour nous laisser angoisser, pour qu'on ait envie de s'en aller. Et qu'on soit assez pris de court et tétanisé, pour ne pas pouvoir surtout dire ce qu'on avait à dire. Gilles, ils nous flingué. On demandait quelle était la nature de rapport entre le proviseur et Andreas. Moi, en l'occurrence, quand monsieur le proviseur convoque Andreas, je ne suis pas avec lui. Bien sûr. Qu'est-ce que je peux dire là? Mais ça les gêne, les plaintes pour harcèlement moral, je ne savais plus quoi dire.
Mais d'où l'intérêt que ça se passe maintenant plus dans l'éducation nationale, même si la sortie de l'affaire, ça se passe. Donc déjà les plaintes, certaines plaintes sont inscrites. Ça se passe ailleurs. Non, et puis il faut quand même crier haut et fort que il y a un problème de communication dans cette académie. Alors est-ce que c'est partout pareil? J'en sais rien. Ça je sais pas. En Belgique, c'est pareil. Ah oui, c'est partout pareil. Je suis le prof belge. Reprochez-moi le droit de réserve, mais les profs qui poussaient à la vaccination, ils auraient aussi dû avoir le droit de réserve. Et eux, dans ce cas-là, on ne dit rien. Non, ils sont dans la... J'ai quand même glissé l'argument, j'étais content, ils m'ont coupé juste à la fin, que l'institution fait sur son site, EduxCol, mais une promotion qui est totalement mensongère, la désinformation pour les vaccins. Et je remercie aussi les témoins parce qu'ils ont, avec Clotilde, Gauthier, Pascal, Antoine, Pierre, a glissé des messages. Donc ça veut dire qu'il y a une équipe, ce sont des gens qu'on ne va pas atteindre, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui l'ont entendu. Et donc c'est comme la pub, quand on entend le message plusieurs fois, et en plus, ils ont reçu des centaines de lettres. Et je vous remercie. Il y en a des super courriers qui sont arrivés au rectorat. Ils n'en ont pas parlé. Hein, ils ont beaucoup de lectures. Ils sont obligés de tenir compte de ça. Et ça sera dans mon dossier. C'est important de se réunir. Hein, je suis très touché de votre présence parce que ça a donné du courage. Et j'avais la pêche au début. Hein. Après, j'ai dû m'énerver. Et ça m'a donné le courage aussi de placer le ton comme il faut, je pense. Mais bon, c'est pas agréable devant le conseil, mais ça a permis de faire passer des messages. Et je suis très content aussi. Emmanuel est là. Il y a Bruno qui l'a aussi, Gilles, des professeurs qui sont harcelés aussi. Donc, on se retrouve ensemble pour continuer. Et même si vous ne voulez pas entendre ça, on a quand même réussi à glisser des messages sur la secrétaire qui est harcelée. Mais c'est horrible, c'est que comment le chef d'établissement lui a parlé, mais de dire personne ne vous aime dans cet établissement, mais c'est terrible, c'est très grave, en plus c'est faux. Je l'apprécie énormément, elle a fait un excellent travail. C'est pas une question, c'est juste une constatation, mais j'ai été donc encore une fois au tribunal de Hox et j'ai entendu la même chose. Nous on n'a pas le droit de rentrer parce que c'est un truc public, tout ça. Mais alors, les gens qui étaient présents dans la salle, tout comme toi, tu as dit, tu viens de faire passer un message et qu'il y a une personne qui a écouté ce que tu disais, tu vois. Et donc c'est là que je veux en venir, c'est que je trouve que c'est bien. Au tribunal du Dr Hox, donc il y a des avocats qui ont été permis de rentrer dans la salle, qui ont juste voulu écouter ce qui se passait, tu vois. Pourquoi c'était à huis clos? Enfin, je sais pas comment ça se passe au Luxembourg. Mais... Je ne sais pas non plus. Ils ont pris la plus petite salle. Mais ils avaient calculé leur coût. C'était une salle très petite et ils avaient invité plein de journalistes. Donc il n'y avait plus de place pour les gens qui voulaient venir. Oui, c'est ça. Expliqué. Donc ils avaient bien joué le coup. Ils avaient pris la plus petite salle du tribunal, ils avaient invité plein de journalistes. Ouais, exact. On n'a pas pu rentrer. Hein. Oui. Juste pour finir, je trouve ça bien. Il y a quand même de plus en plus de personnes qui sont à l'écoute sur ce qui se passe. Et moi, je suis très content que vous passiez une information qui est réelle. Et de toute façon, le harcèlement moral, ce qui tue aussi les gens, c'est aussi de ne pas pouvoir en parler. C'est cette loi du silence. C'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut briser. S'il y a du harcèlement moral, déjà c'est difficile à prouver, mais là on a pu matérialiser les plaintes. Et puis il faut parler. Parce que c'est comme si on avait un verre dans le fruit et ça ronge, et tant qu'on ne l'a pas mis sur la place publique, là ils ne peuvent pas ne pas savoir. On l'a martelé pendant tous, hein. On l'a martelé toute l'après-midi. Là, le premier qui me dit « je savais pas, j'ai pas entendu, je pensais pas », bah si, là il y en a. Alors on est d'accord, c'est encore à l'instruction, enfin il y a une enquête, évidemment ils m'ont balancé, il n'est pas accusé, bah oui bien sûr il n'y a pas de jugement, mais non, on est en cours, mais on est au départ, et si eux n'entendent pas, c'est très pyramidal, ça veut dire quoi, on ne pourra pas aller plus haut, il faut aussi qu'ils entendent et qu'ils protègent leur moyen. Est-ce que vous avez le sentiment que le fait qu'il y ait un comité à l'extérieur, ça a influencé? Bien sûr, oui, bien sûr. Tout est important. Le moindre détail est important, et là c'est pas un détail, vous êtes tous seuls. Et là vous avez déjà défendu des soignants, est-ce que vous avez retrouvé la même doxa, le même état d'esprit avec des œillères? Pas pareil. Il y a effectivement la loi du silence pour les soignants, il y a vraiment de l'incompréhension et de la volonté de broyer, mais là il y avait, enfin,
La différence, c'est qu'on nous prend pour des enfants. Ça doit être l'institution qui fait ça. Avec les soignants, il y a un mur, mais il y a, je dirais, alors il n'y a pas toujours du respect, hein, ça on est d'accord, hein, vu ce qui s'est passé, je le sais, mais malgré tout, là c'est véritablement pour mettre à genoux, dénigrer. C'est pas pour contrer. Et ça, moi, je trouve, c'est particulièrement désagréable. C'est pour montrer un petit peu à Andreas qu'il a eu le temps de se tenir droit, de se tenir debout. C'est un petit peu comme ça que ça se passe pour l'intégration des soignants. Bien sûr. C'est vraiment, t'as pas voulu obéir, et ben on te met là-bas, là où personne ne va aller. Sauf que pour les soignants, il y a une hypocrisie, parce que tout le monde dit, ah ben il y avait la loi. Voilà. Là, on peut pas nous le dire à l'inverse, parce qu'il y a la loi, il y a non, mais on est jugé par des personnes qui ont des conflits d'intérêts énormes, parce que mon inspectrice, mais elle n'est même pas, hein, ça c'est sûr, depuis quelques années, parce que je lui ai tenu tête, parce qu'elle n'avait rien à faire de mes projets. J'ai eu une inspection, et j'ai vu bien, je voulais aborder aussi ce que je fais pour les aides, elle n'avait absolument rien à faire, donc ça s'est mal passé, donc j'ai eu un sale rapport, et là je me dis, je suis jugé par des gens. Et comment dire, sur des mensonges, des bases de mensonges. Et heureusement qu'on a fait sortir beaucoup de faits aujourd'hui. Ils l'ont entendu en boucle. Ils ne peuvent pas dire que ça n'existe pas. Et donc, ils ont regardé, pour le comité, ils l'ont entendu, ils l'ont vu, et ils savent très bien, parce qu'il y a eu des courriers de Belgique, de Luxembourg, d'Allemagne et de France. C'est observé, hein. Ils sont sur surveillance, et je peux vous dire que leurs courriers qui sont arrivés, ça ne les met pas en valeur, hein. Donc là, ça tu peux dire où c'est que les gens peuvent encore envoyer des courriers? Oui, oui. Donc je vous envoie encore le courrier qu'on a fait avec Clotilde, où on peut écrire au rectorat et donner son ressenti. Et donc, moi, Nancy, tu me dis, hein, j'insisterai sur deux choses. Sur le harcèlement qu'un enseignant subit, et aussi votre ressenti par rapport aux mesures à l'école. Bon, ce n'était pas le sujet aujourd'hui, mais au fond, on voit les répercussions de ces mesures exécrables. Là. Comment dire, les élèves sont... Ils ont été harcelés, les élèves. Oui. C'est pour ça que le témoignage d'Antoine, merci, parce qu'il ouvrait justement. Parce que c'est pour les jeunes aujourd'hui qu'on se bat, c'est pour eux, pour qu'ils aient une vraie école publique, une vraie école d'ouverture d'esprit. Et son témoignage à la fin, là, ils étaient quand même à l'écoute. Parce que c'était du ressenti, c'était du fait que tu avais vécu. Donc, en tant qu'élève, mais aussi en tant que et puis le témoignage de Lucas aussi que tu as lu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut pas ils n'ont pas pu t'interrompre là. Parce que l'école, elle est pour ces jeunes-là. Et si on se bat, si Andreas se bat, c'est justement pour ça. Et là, on a senti quand même, hein. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais là, ils ont écouté. Là, ils ont écouté, ils se sont dit, mince, là, effectivement, c'est pas politique, c'est parce que, bon, quand on parle, nous, forcément, toi, tu es dans l'œil du cyclone, moi, je suis forcément, bien sûr, mais quand vous avez un jeune comme ça qui parle, mais tous les témoins, hein, mais surtout à la fin, le jeune qui dit, mais oui, mais voilà, moi, j'ai fait des projets vidéo, moi, j'ai pu apprendre l'allemand, moi, voilà, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a construit en tant que com. Donc, voilà, merci, professeur Keating. Merci. Tu veux dire quelque chose Merci Andreas. Pour votre information, ce qui s'est passé ici, voilà, ils sont partis sur l'obligation de réserve, ils n'ont rien voulu entendre de la raison pour laquelle il avait parlé comme ça. Moi j'ai essayé de parler sur le plan plus médical, zéro. Donc ils n'ont pas posé de questions, rien du tout. Personne n'a voulu poser de questions. Ils sont restés sur une idée qu'il fallait absolument vacciner, vraisemblablement. Et que tout ce qu'on pouvait dire au dehors n'était que foutaise. Ça s'appelle un jury neutre. Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Ouvert. Dans le monde démocratique actuel. Ça a été, voilà, j'ai essayé de reprendre 2 fois la parole, mais à chaque fois, non, c'était pas le but de ce conseil. Enfin, voilà. Vous imaginez des témoins qui sont seuls face à 38 personnes et qui n'ont pas entendu ce qui a été dit avant. On ne peut pas du tout, interagir convenablement, quoi, en fait. Donc, en fait, ce qu'on m'a demandé, comme sûrement à Gauthier et aux autres témoins, c'est de parler de ce qui est vraiment dans le cadre de ce que l'on reproche à Andreas. Alors,
j'ai parlé, déjà ils m'ont demandé de me présenter, donc je me suis présenté, enseignant, moi aussi j'ai vécu une petite aventure avec l'Université de Lorraine, j'ai parlé du port du masque, j'ai laissé la liberté du port du masque et j'ai dénoncé les injections, j'aurais montré la lettre de 6 pages que j'ai envoyée au président de l'Université de Lorraine, qu'il n'a pas lu évidemment, et puis après, j'ai vu qu'il risquait de me recadrer, quoi. J'ai senti, alors du coup, j'ai dit, non, là, j'en ai assez dit, je vais parler plus par rapport à Andreas, parce que je l'attendais. Oui, effectivement. Et après, par rapport à Andreas, j'ai dit que Andreas était un collègue, qu'on avait mené certains événements sur des comment dire, sur des défenses de la défense de l'environnement, entre autres, mais pas que. Et puis que c'est surtout un collègue qui a dénoncé la même chose que ce que j'ai dénoncé. Donc du coup, j'ai soutenu Andreas, Andreas m'a soutenu avec les collectifs, avec vous, les collectifs autour de ça, résistants. Ensuite, j'ai dit aussi que j'étais complètement d'accord avec le 20 sur 20 qu'a appliqué à un moment donné Andreas, il a modifié des coefficients, etc. Parce que moi-même, j'avais mis 20 sur 20 à mes étudiants, ce qui a déclenché un rapport contre moi par mon directeur, le rapport contre moi, et qui a fait que j'ai vécu une commission disciplinaire, en fait. Après, ça m'a permis de parler de la problématique de la compétition. Et puis, j'aurais dit aussi que je croyais en la coopération, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis directeur d'une école alternative qui a pour base justement la coopération. L'éducation à la coopération. Donc la compétition, du coup, et j'ai vu qu'à un moment donné, ils m'ont encore recadré, ils m'ont dit, écoutez, il faut que vous nous reparliez de votre lien avec ce qu'a fait Andreas, etc. Et je leur ai dit, voilà, le lien, c'est que Andreas, il a été courageux. Donc, j'ai dit du coup plus vite que prévu ce que j'avais à leur dire, c'est-à-dire, je leur ai dit, avec le système de compétition et ce système pyramidal, on a des individus qui doivent être calculateurs par rapport à pour maintenir leur position personnelle ou leur position institutionnelle. Donc je leur ai dit, je vous invite tous, les membres de ce conseil de discipline, à soit vous serez calculateurs pour votre intérêt personnel ou intérêt institutionnel, ou à être, comme moi et Andreas, nous avons été, à être courageux. Bravo. Voilà. Bravo. Je témoigne en tant que Clotilde, épouse d'Andreas. J'ai été accueillie dans une salle de 38 personnes qui sont assises les unes à côté des autres et nous sommes reçus tout au fond. Donc j'étais assise aux côtés d'Andreas. J'ai pas pu parler de tout ce dont je voulais parler, mais j'ai essentiellement parlé du harcèlement qui subissait, donc en tant qu'épouse, et ce que je vivais moi aussi au quotidien, ce qui subissait et l'impact que ça avait sur moi. Donc j'ai pu dire ce que j'avais quand même à dire à ce niveau-là. J'ai pu dire j'ai pu dire aussi que sa collègue d'allemand qui a fait 3 témoignages sur lui, puisque le rapport en fait est très mince, il y a 11 rapports, enfin dans son dossier est très mince, il y a 11 rapports, 5 enseignants sur 80, et sur ces 5 enseignants, il y en a 2 qui ont écrit, une elle a écrit 2 rapports et une autre elle a écrit 3 rapports, donc dont sa collègue d'allemand directe, qui n'est autre que la compagne de son inspectrice d'allemand, donc conflit d'intérêt oblige. Donc j'ai signalé ça. Je pense que ça les a un peu scotchés et je leur ai dit en conclusion que mon mari vivait du harcèlement au quotidien par ses enseignants et par sa direction, que je leur demandais, je leur ai dit que le harcèlement, on savait les conséquences que ça pouvait entraîner sur un individu, qui mettait mon mari en danger, que j'étais là pour le protéger, que si j'avais été restée dans le silence pendant 2 ans, c'était pour protéger ma famille et mes enfants, mais que maintenant je disais stop, et que je leur demandais de me dire quelles mesures ils allaient prendre pour le protéger, quand
et sous quelle forme. Bravo. Voilà. Bravo, merci pour votre témoignage. Et ils ont répondu à ça. Ils ont demandé à l'Assemblée s'ils avaient des questions à me poser. J'ai dit que s'ils n'intervenaient pas pour le protéger, alors j'irai plus loin. Et je me suis retournée vers Nancy qui m'a dit on ne lâchera rien. Voilà. Bravo. Et Super. du coup, non, ils n'ont posé aucune question. 20 ans et je suis un ancien élève d'Andreas Pfeiffer. Bah, en fait, moi j'ai parlé des projets extrascolaires que j'avais fait avec lui, notamment des courts-métrages. Et bah, ça s'est très bien passé. J'ai lu le témoignage d'un des camarades qui était avec moi en cours. Bonjour, je suis Lucas Thomès, ancien élève de Monsieur Andreas Pfeiffer. Je peux parler plus fort, s'il te plaît, désolé. J'ai suivi ses cours durant mes années lycée, soit de 2018 à 2021, en cours d'allemand ainsi qu'en cours de section européenne allemand. Il a été, selon moi, un très bon professeur avec qui j'ai pu vraiment découvrir et apprendre cette langue. Il a toujours été très attentif à ses élèves en prenant le temps pour nous expliquer les choses. Je trouve sa pédagogie vraiment bien et intéressante. Il a compris comment intéresser ses élèves tout en faisant ses cours et je trouve ça vraiment super. Étant sensible aux enjeux de notre société et de notre monde, il a à de nombreuses reprises axé ses cours sur ces enjeux avec une pédagogie ludique pour nous les expliquer. Andreas Pfeiffer a marqué ma vie d'élève ainsi que ma vie d'homme car il m'a permis de faire de grandes choses. Grâce à lui, j'ai pu co-réaliser un court-métrage, jouer dans une fiction et participer aux Olympiades de la jeunesse en septembre 2021. Il est un homme qui s'intéresse à ses élèves et qui les aide dans leurs projets scolaires ou extrascolaires. Il a réussi à me partager sa passion pour l'allemand et ce merveilleux pays qu'est l'Allemagne. Et je pense que c'est la plus belle réussite pour un professeur. Alors, je suis un collègue de travail d'Andreas. Je suis professeur d'anglais certifié hors classe qui travaille au lycée Claude Gelée comme Andreas. Et en fait, j'ai déposé plainte avant lui pour harcèlement moral contre le proviseur du lycée. Voilà, donc aujourd'hui, je viens témoigner. J'étais le premier témoin, mais bon, l'entrevue s'est passée très brièvement. Il y avait 38 personnes dans une salle surchauffée par la température, et je n'ai pas pu faire état des griefs qui m'opposent au proviseur actuellement depuis quelque temps déjà. Voilà, j'ai déposé plainte en mai 2022 suite à la remise d'un rapport émanant d'un parent d'élève dont j'ignore toujours l'identité à ce jour. À la suite de ça, le proviseur m'a remis également un rapport à charge où il fait état que je nuirais gravement aux élèves sur la foi d'un seul témoignage. Donc j'ai déposé plainte, voilà, pour harcèlement moral. Pour l'instant, la plainte est instruite, mais on n'a pas de verdict, on attend. Il semblerait qu'il va falloir attendre un petit moment qui concerne la justice. Voilà. Donc aujourd'hui, dans l'entretien, je n'ai pas pu vraiment m'exprimer et faire état de mes doléances parce que la chef de séance m'a clairement indiqué que cela sortait du cadre du conseil de discipline. Alors j'ai parlé de mes rapports avec Andreas qui sont au demeurant cordiaux et sans aucun problème. Voilà, je l'ai soutenu parce que lors du Covid, le proviseur du lycée avait reçu une collègue et moi-même sans port du masque alors qu'il avait fortement insisté sur cette obligation. À la suite de ça, j'ai fait un rapport purement factuel, circonstancié, sans m'épancher. Et c'est ce qui a changé la donne lorsqu'Andreas est passé pour la première fois au rectorat. Voilà. Donc je suis un des rares professeurs à avoir défendu Andreas depuis le début. Voilà. Mais je ne considère pas que ce soit un acte particulièrement glorieux. J'aurais fait ça pour d'autres collègues, mais bon, voilà. Alors, j'ai toujours eu des rapports très cordiaux et amicaux avec Andreas dans la salle des profs. Et il se trouve que cette histoire nous a rapprochés, je vais dire malgré nous, mais pour le bien, et moi pour le bien, j'espère, pour la vérité et la justice. Et je suis très content de la tournure des événements, de
moi l'amitié que nous partageons. Alors effectivement, on discute de beaucoup de choses. Et Andreas est relativement bien informé sur beaucoup de sujets justement liés au Covidisme et pas uniquement. Et ça, on ne peut pas l'obtenir du cadre de mon sens. D'accord. La deuxième question concerne votre plainte. Votre plainte pour harcèlement moral contre le proviseur du lycée Claude Gelée qui s'appelle donc Olivier Odile. Vous avez dit qu'il y a sans doute une instruction parce que je suppose que vous n'avez pas reçu d'avis de classement sans suite du procureur de la République. En l'état, je n'ai rien reçu. Donc, effectivement, l'affaire est en cours. Et il semblerait qu'il y ait un engorgement dans le système de justice en France et qu'il va falloir, je crains, être patient du moins cette année. D'accord. Je ne suis pas le seul. Hein. Andreas a déposé plainte quasiment immédiatement après moi. Oui. Et la plainte est au même niveau que la mienne, donc oui. Il va falloir être patient. Est-ce que la présidente de séance, est-ce que vous avez eu l'impression qu'elle vous cadrait pour qu'en effet vos propos ne soient pas trop hors sujet? Ça, c'est pas une impression, c'est une certitude. Oui, oui, elle a dit quand j'ai commencé à vouloir faire état de mes doléances à l'encontre du proviseur, eh bien, elle m'a recadré de manière assez sèche. Donc, elle m'a recadré en signifiant que mon intervention ou les états de ce que j'avais à dire concernant M. Odile ne s'inscrivait pas dans le cadre du conseil de discipline. Alors, ça a énervé Madame l'avocate, bien entendu, oui. Et Andreas, qui ont sans doute qui ont réagi. Voilà, Andreas a dit que on ne pouvait pas faire état de harcèlement dans l'éducation nationale. Alors, ce qui est assez surprenant, moi, quand j'ai pensé après coup que Andreas est convoqué dans le bureau du proviseur, il convoque pas tous les autres professeurs. Donc, moi, je peux pas faire état des rapports entre le proviseur et Andreas, alors que c'est la question qui a été posée. Donc, je me suis retrouvé dans une impossibilité à répondre là. Donc voilà, un peu un dialogue de sourds, on va dire. Oui. Ils ont dû sentir que s'ils continuaient dans cette attitude fermée, ça allait peut-être envenimer les choses. Tout à fait, tout à fait. Donc moi j'ai essuyé les plates, si j'ose dire, mais c'est pas bon, pas tant. Voilà, c'est tant mieux si d'autres témoins ont pu s'exprimer, parce que moi quand je suis à la fin de ce mini entretien, je me suis dit, mais alors les témoins, de ce qu'ils ont à dire ne servira à rien, il faut qu'on parte, c'est fini, et puis voilà. Je trouve, bon, c'est des moments assez pénibles sur la longueur. Ce sont des choses qui sont empreintes d'une profonde, voire abyssale laideur dans les rapports. On voit qu'il y a un déni de justice. Moi, en ce qui me concerne, ça faisait 3 ans que on me présente des lettres anonymes et on me refuse le droit de rencontrer les parents. Donc, ça a été entériné sous le mandat de Madame Georgel, la proviseure précédente, et Monsieur Odile a continué. Il a fait un rapport à charge. Lorsqu'il m'a reçu dans son bureau en présence d'un représentant syndical, heureusement, je suis accompagné. Vous voyez le cynisme, il me tend une boîte de masques et il me dit, Monsieur Guglielmi, vous voulez un masque? Pour me faire écho, en fait, du rapport que j'avais fait contre ça. Bon, j'étais tellement interloqué que je dis, c'est pas possible. Vous n'avez pas pu répondre. Là, j'étais interloqué, j'ai dit, c'est pas possible, un tel cynisme, mais où va-t-on, là? Et on voit, bon, finalement, ce déni de me faire rencontrer les parents d'élèves. Alors, je suis en train de me renseigner auprès des syndicats pour savoir s'il y a un texte de loi ou un décret qui obligerait les chefs d'établissement à, à la confrontation avec les parents. Alors là, j'ai l'impression d'avoir vécu une cabale, hein, faut bien le dire, alors que je n'ai jamais refusé le droit de rencontrer les parents si besoin était, bien entendu.
que vous avez le droit absolu de connaître l'identité d'une personne qui écrit à votre chef d'établissement pour se plaindre de vous. Vous avez le droit absolu de, premièrement, connaître son identité et ensuite répondre précisément à ces soi-disant accusations. Ça s'appelle le principe du contradictoire. Je vous suis très reconnaissant de me dire tout ça. Alors malheureusement, on a une représentation syndicale à Claude Gelée qui est très discrète, on va dire ça, comme ça. Et tous ces renseignements, on aurait pu souhaiter les avoir sous la main tout de suite. Malheureusement, quand on est sous le coup de ce genre de choses, bon, on ne sait pas tout et les informations arrivent au compte-gouttes. Je vous suis très reconnaissant de les stipuler, enfin de les préciser comme vous le faites, parce qu'effectivement, on a le droit. Sinon, c'est un déni de justice grossier, quoi. Mais on est là-dedans. Hein. Alors, il y a ça. J'ai fait l'objet d'une remarque au bout du deuxième entretien. Monsieur, sans vous le dire, je vous le dis, en présence de témoins, mais non écrits, bien sûr, pensez à changer d'académie. Voilà. Oui, non, mais enfin. Alors, à l'issue de ce qui s'est passé en mai, si je peux me permettre de revenir sur mon cas, j'ai eu une mesure pédagogique, un suivi pédagogique d'une autre venant de notre collègue, mais d'un autre lycée, pour revoir ma pédagogie, etc. Bon, alors que je suis un professeur qui s'approche doucement, mais sûrement de la fin, si j'ose dire. Voilà, toutes ces mesures-là. Bon, je les ai prises, je veux dire, sans. Je me dis toujours dans l'adversité, il y a toujours des choses bonnes à prendre. On va pas se braquer. Si on en fait un problème d'ego, eh ben on perd tout, on perd sur toute la ligne. Donc là, il y a eu des échanges plutôt fructueux à ce niveau-là, mais tout ça s'inscrit dans une pesanteur de rapport qui est vraiment voilà. Mais d'autres collègues me font état aussi d'une mauvaise ambiance dans ce lycée. C'est regrettable de penser que on n'est pas dans une ambiance sereine de travail. Et on devrait être soutenu et on ne l'est pas, malheureusement. Une personne qui travaillait à la direction en tant que secrétaire qui a aussi dû faire des vœux de mutation parce que elle n'en pouvait plus de subir un harcèlement moral avec des réflexions vraiment assez terribles à son encontre, de la part toujours de la même personne, du proviseur du lycée Claude Gelée. Okay. Voilà. Ce qui est un peu triste de constater quand même pour l'instant qu'il y a une certaine impunité, mais personne n'est indétrônable, si je veux dire. Donc le temps joue en notre faveur. Donc je m'appelle Bruno Martelly et je suis venu soutenir Andreas parce que c'est un collègue, donc je trouve que je suis aussi donc professeur dans le même lycée que lui, et d'une part et d'autre part le soutenir aussi parce que moi aussi je vis une situation de harcèlement qui émane du proviseur, et comme Andreas d'ailleurs j'ai porté plainte contre lui en faisant appel à la même avocate, Madame Rizacher. Donc c'est un harcèlement, donc il y a plusieurs étapes. Alors je vais pas toutes les détailler. Monsieur Odile est arrivé dans l'établissement en 2020. En 2020, j'étais le plus heureux des professeurs. J'ai eu un beau parcours. Je suis toujours bien entendu avec les élèves, avec les parents d'élèves, avec mes supérieurs, mes collègues. Et puis en tant qu'agrégé, j'ai la chance d'être agrégé externe en plus. Ça son petit intérêt. On m'a confié des classes intéressantes, des classes que je n'ai pas convoitées. Hein. On est venu me chercher des classes d'abord littéraires, des classes aussi dans le supérieur, en BTS, et puis à la fin même des classes en prépa. C'est pour ça que l'agrégé externe c'est important. En prépa scientifique, donc pour enseigner la discipline français-philosophie. Voilà, donc beau parcours. Là, je vais vers mes 60 ans. Donc une fin de carrière bien en apothéose, je pourrais dire. Et depuis que Monsieur Odile est arrivé, c'est la dégringolade. C'est la dégringolade et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis retrouvé, suite à différents épisodes. Ce qui est prévu pour moi, pour faire court, à la rentrée, c'est que je
soit remplaçant dans les collèges d'Épinal et aux alentours. Voilà. Voilà. Et puis en français en plus uniquement, bien sûr. Alors, quand vous dites, Bruno, quand vous dites que vous ne savez pas pourquoi, vraiment, vous n'en avez aucune idée, ou est-ce que vous pourriez émettre une hypothèse? Une hypothèse, je pense que, disons, initialement, il a pris une décision, je pense, initialement, qui était mauvaise. Voilà, qui était mauvaise. Ça s'est avéré, enfin, c'est vraiment objectif. Comprendre pourquoi elle était mauvaise, il faudrait que j'entre dans le détail. Non, non, mais on va pas rentrer dans le détail. Voilà, disons, il a pris une mauvaise décision. Une mauvaise décision, ben ça, il y a quand même un élément que je peux donner, c'est que cette décision a conduit l'équipe de lettres de Claude Gelée à être en sous-service. C'est-à-dire que les profs assumaient moins d'heures qu'ils ne devaient. Pour faire simple, ils étaient payés pour rien faire, en partie. Voilà. Et je l'avais mis en garde contre ce danger-là, ce qui allait se passer. Je lui avais dit, et il ne m'a pas écouté. Il en a fait à son idée, et donc, ce qui devait arriver est arrivé. On s'est retrouvé en sous-service, et puis même le sous-service s'est aggravé, puisque même il est question à l'avenir de supprimer un poste, et évidemment, il a choisi que ce soit mon poste qui soit supprimé. Donc voilà, donc je pense que peut-être aussi qu'il a eu un retour du rectorat, je ne sais pas, peut-être qu'on lui a fait remarquer sa mauvaise gestion, en tout cas dans ce domaine-là, dans ce cas particulier du lycée, et qu'il cherche à comment dire, je ne vais pas dire se venger, mais en tout cas à régler ses comptes avec moi d'une certaine manière. Donc, quand vous êtes rentré dans la salle, qu'est-ce que vous avez pu apporter comme témoignage en soutien à Andreas? J'ai bien dit que Andreas ne faisait pas du prosélytisme. Il fait pas du prosélytisme. C'est un homme d'action, un homme de conviction, qui aime échanger des idées, débattre, et donc évidemment entre collègues, il est tout à fait légitime d'échanger des idées, mais il n'y a rien à voir avec notre vie professionnelle. Et partager certaines visions de la société, bon, c'est aussi une chose que je suis amené à faire au quotidien, puisque je suis professeur de français, philosophie aussi, en français, surtout en lycée, et puis au-delà, on apprend, on entraîne les jeunes à réfléchir, à remettre tout en question. Donc c'est toujours sain de remettre tout en question, même le fonctionnement de notre société. Eh bien c'est toujours sain de l'interroger pour être sûr qu'elle tient la route. Donc c'est un homme qui est très intéressant de ce point de vue-là. Il est très investi, il se cultive, il se documente. C'est quelqu'un qui ne ménage pas sa peine, son énergie. Donc, il m'a apporté des lumières, oui, sur certains sujets. Je dis pas que je suis toujours d'accord sur toute la ligne avec ses idées, mais l'important n'est pas là. L'important, c'est de débattre. C'est sain, le débat. Donc, voilà, j'ai dit ça. J'ai dit aussi que c'était un collègue qui était aussi dévoué toujours pour ses collègues. Il est toujours présent, prêt à les aider, à donner un coup de main. Une chose que j'ai pas dite, mais que je vous dis là, c'est aussi quelqu'un qui est toujours présent quand il y a des manifestations au lycée, par exemple un spectacle de fin d'année ou des choses de cette nature. Eh bien, il est toujours présent. Et donc, il soutient les actions, les projets menés par les autres professeurs. Donc, c'est un élément, c'est un élément qui est précieux dans une équipe. Et puis, il a à cœur aussi, donc, pour les élèves, bon, évidemment, il enseigne sa matière, mais en même temps, de les amener à réfléchir, à se poser des questions. Voilà, d'après ce que j'ai pu en juger, en tout cas, dans la neutralité qu'il doit respecter, puisque je dis ça parce que mon fils aîné l'a eu comme professeur. Il en garde un excellent souvenir. Et d'ailleurs, il a fait des études d'allemand par la suite et il vit actuellement en Allemagne. Bon. D'accord. Et puis c'est quelqu'un, et c'est un garçon qui s'intéresse justement aussi beaucoup à la société comment elle fonctionne. Donc je pense qu'Andreas aussi a joué son rôle dans sa formation. Je leur remercie encore une fois. Est-ce que vous, Bruno, vous avez justement eu l'impression que la présidente de séance cherchait à vous cadrer, ou est-ce que vous avez eu l'impression de pouvoir parler en toute liberté? Oh, elle m'a recadré, mais c'est tout à fait légitime. Il faut essayer de concentrer le débat, de ne pas s'éparpiller. Alors, ce que j'ai dit quand même, et donc suite à l'intervention d'un membre du jury, j'ai dit quand même que j'étais là aussi pour éclairer, autant que faire se peut, la commission sur le personnage qui est Monsieur Odile.
pour montrer à qui on a affaire, en témoignant de ma propre expérience. Donc j'ai quand même dit ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que j'étais le professeur le plus heureux, et puis qu'à la rentrée, et puis là ma fin de carrière, eh bien j'ai l'impression qu'elle va se terminer en queue de poisson. C'était, je pense, un représentant syndical qui m'a laissé parler justement. Il trouvait que c'était intéressant que je m'exprime sur mon cas personnel pour éclairer le proviseur, savoir connaître un peu son profil. Donc c'est à cette occasion-là que j'ai pu témoigner de mon expérience. Moi, je suis enseignant à l'IUT d'Épinal depuis une trentaine d'années dans les énergies renouvelables. Et puis, j'ai aussi réagi par rapport à l'obligation du port du masque et à l'injection expérimentale dans mon IUT, et donc qui appartient à l'Université de Lorraine. J'ai pas mis le masque délibérément à une soutenance de projet, et puis j'ai été dénoncé par ma chef de département. Et puis j'ai fait une lettre de 6 pages au président de l'Université de Lorraine pour dénoncer également cette injection expérimentale. J'ai constaté la souffrance de mes étudiants. D'ailleurs, durant cette audition en tant que témoin, je leur ai expliqué que, à la demande de ma chef de département, j'avais fait une écoute de mes étudiants parce que effectivement ils allaient très mal, et j'ai adressé un rapport suite à l'écoute de ces étudiants, et c'était édifiant de voir dans quel état étaient mes étudiants, état psychologique notamment. Le rapport que j'ai remis, c'était en avril 2021. Le masque que j'ai pas porté, qui a fait que ma chef de département m'a dénoncé, c'était le 16 décembre 2021. Et puis j'ai été convoqué le 2 février pour méconduite pour cet acte-là. Et ensuite, j'ai été, disons, on m'a empêché d'enseigner pendant, j'ai été suspendu pendant 4 mois, de mars à juin 2022. Je suis passé, ça c'est le plus important presque, je suis passé en commission disciplinaire le 13 mai 2022. À la suite de cette commission disciplinaire, tu as reçu un blâme, et pendant un moment, tu as voulu justement contester ce blâme. Effectivement, j'ai fait appel de mon jugement parce que j'étais pas content du tout de mon jugement. J'ai eu 15 jours d'interdiction de fonction pendant le mois de juillet, pendant lequel il n'y a pas d'étudiants, c'est presque risible, hein. Et puis on m'a signifié que j'ai eu un comportement fautif et que j'ai manqué à mes devoirs. Vous imaginez, alors que pour moi, je n'ai fait que remplir mes devoirs, et j'ai eu un comportement exemplaire, hein, tout simplement. Voilà. J'ai renoncé à cet appel parce que depuis, j'ai été capté par une école alternative dont je suis directeur depuis septembre, et puis j'ai vu que j'arriverais pas à suivre, à être, disons, à me défendre, à trouver le temps pour me défendre et l'énergie pendant cet appel. Donc j'ai décidé de me désister de cet appel, et puis de me consacrer complètement à mon école alternative, quoi. Voilà. D'accord. Alors, pour terminer, et avant de passer donc à ton témoignage, je rappelle que les personnes qui voudraient mieux te connaître, eh bien, il y a plusieurs vidéos qui sont disponibles donc sur la chaîne des Dépêches Citoyennes, et puis aussi sur ma chaîne Canal Jacques, mais cette fois-ci Odyssée. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée ton entrée dans la salle du conseil de discipline? C'est assez incroyable. Déjà, la salle il y avait une chaleur intenable. Je sais pas comment les membres du conseil de discipline ont pu supporter cette chaleur. Et puis, Nancy Rizacher, l'avocate de Andreas, et Andreas était en bout d'une très très longue table. Et puis, j'ai été invité à me mettre entre eux. Et puis, j'ai été invité à m'asseoir. Donc, alors que moi, je voulais absolument pas m'asseoir, donc je suis resté debout. J'aurais dit, je veux absolument rester debout. Et puis, ils m'ont demandé de m'expliquer donc en quoi il y avait j'étais en lien, où j'avais des éléments à donner par rapport à ce qui arrive là à Andreas. Hein. Voilà, et ce qu'on lui reproche, hein, j'ai envie de dire.
Alors, tout d'abord, je me suis présenté. Ils m'ont quand même demandé de me présenter, donc j'ai dit ce que je viens de vous dire, que je suis enseignant à l'IUT, et j'ai tout de suite indiqué que j'ai eu une démarche très proche de celle de Andreas, en dénonçant le port du masque, l'injection expérimentale, etc. Ensuite, j'ai parlé des exagérations, donc des règles qui étaient à appliquer, hein, donc de la disproportion. Et là, j'ai été tout de suite recadré. On m'a dit non, vous devez parler uniquement du lien, d'éléments, donner des éléments en lien avec ce que l'on reproche à Andreas. Voilà. Donc, du coup, j'ai expliqué que Andreas, j'avais mené des actions en matière de défense de l'environnement avec lui, et c'était un collègue que je connaissais bien, et je l'ai connu d'autant mieux par rapport aux aventures qu'on a menées ensemble. Donc, je l'ai soutenu, il m'a soutenu, hein, tout simplement. Donc, on est devenus très en lien par rapport à ça. Est-ce que tu as eu l'impression, Pascal, que le petit recadrage avait pour objectif de t'empêcher de donner d'autres éléments ou d'autres informations? Le recadrage, c'est simple, c'est parce qu'ils veulent pas entendre d'arguments qui justifient cette opposition au port du masque et qui justifiait ces injections expérimentales, tout simplement. Ils voulaient rien entendre de tout ça. Donc après, j'ai été du coup, ce dont j'ai parlé, qui était disons à rapprocher de ce que Andreas défendait, c'était la question du 20 sur 20 aussi qu'il a mis, parce que je leur ai dit, moi aussi, je suis contre la compétition, donc j'ai également attribué 20 sur 20 à mes étudiants, et c'est ce qui a fait que mon directeur a fait un rapport contre moi. Et donc du coup, je leur ai dit que j'étais un défenseur de la coopération et que je dénonçais la compétition, parce que la compétition, pour moi, je l'associe au système pyramidal, au pouvoir, au culte de la performance. Donc, si vous voulez, j'aurais bien expliqué que moi, c'était mon leitmotiv, parce que j'ai observé des étudiants toute ma carrière qui ont souffert des notes par rapport aux notes. Donc, j'ai absolument voulu signifier que le lien avec Andreas, c'était aussi cette chose-là. En tant que témoin dans ce conseil de discipline, il est hors de question de parler d'une quelconque justification et d'explication et même de chiffres qu'on peut donner par rapport à des effets secondaires et par rapport à l'inutilité du port du masque, etc. C'est juste que dès qu'on commence à parler de ça, on nous coupe la parole, on nous dit non, vous sortez du sujet, quoi. Qui t'a coupé la parole en te disant vous sortez du sujet? Est-ce que c'est la présidente de séance? Oui, c'est la présidente de séance, ouais. Quand j'ai vu que c'était verrouillé, je me suis dit, il faut absolument que je puisse leur dire ce que j'ai envie de leur dire. Assez vite, j'aurais expliqué que j'étais directeur d'une école alternative par rapport justement au fait que ça correspond à une éducation à la coopération, pour bien enfoncer le clou sur le fait que je luttais contre la compétition. Et je leur ai ensuite dit, pour terminer, parce que il y a Maître Rizacher qui à un moment donné a réagi et qui a dit, tu vois Pascal, tu vois que tu peux pas dire ce que tu as envie de dire. Il y a des choses dont il faut pas parler ici. Et après qu'elle ait dit ça, j'ai dit, j'ai quand même envie de dire une chose. Tu vois, je suis imposé. Et là, ils m'ont quand même permis de parler. Je leur ai dit, ça va être très court, mais j'ai quelque chose à vous dire. Et là, ils m'ont laissé parler quand même. Donc, ce que je leur ai dit, c'est que en prolongement de ce principe de coopération, on est dans un système de pouvoir avec qui est pyramidal et qui, quelque part, rend les individus calculateurs par rapport à pour leur intérêt personnel ou pour les intérêts institutionnels. Et je leur ai dit, voilà, membres du conseil de discipline, vous avez le choix de soit être des calculateurs par intérêt personnel ou intérêt institutionnel, ou à être comme moi et Andreas, nous avons été, c'est-à-dire des hommes courageux. Voilà ce que j'aurais dit.
puisque tu as vécu une commission disciplinaire en 2022 dans le cadre de l'Université de Lorraine, peux-tu faire une comparaison entre l'ambiance qu'il y avait pour ta commission disciplinaire en 2022 et ce conseil de discipline où tu étais témoin en juin 2023? Ça n'a rien à voir. Moi, j'avais quand même eu le temps de m'exprimer. Mon avocate avait été bien entendue. Ça n'avait rien à voir. Il y avait quand même eu un peu de dialogue, même si on m'a reproché ce que j'ai fait durant ma commission disciplinaire. Puis déjà, on était beaucoup moins, hein. On était 7 ou 8 seulement durant ma commission disciplinaire. J'avais une ou deux personnes qui m'avaient posé des questions, mais j'avais eu assez peu de questions. Alors que là, c'était un tribunal, quoi. Hein. C'est clair qu'on était comme une bête curieuse. Hein. C'est incroyable. Tous les yeux rivés vers soi. Quand même plutôt en tant qu'accusé, quoi. Hein. C'est vraiment quelque chose de. J'avais pas l'impression d'être un témoin, mais être aussi un accusé, quoi, quelque part. Beaucoup de personnes n'étaient pas trop hostiles, n'étaient pas hostiles. Bien au contraire. Vraiment, j'ai vu que elles étaient mal à l'aise. Hein. J'ai vu beaucoup de personnes mal à l'aise. Ouais, pas bien dans leur basket. Ouais. D'accord. Ouais. On peut dire ça. Ouais. J'ai vraiment l'impression que ces personnes devaient percevoir quand même le caractère excessif de la façon d'entendre les témoins, de leur imposer un cadre par rapport à leur prise de parole, etc. Un cadre très strict, quoi. Voilà. Et il y a vraiment une forme de rigidité qui régnait dans cette disons dans ce conseil, quoi. C'est terrible, hein. Terrible. Est-ce que d'après toi, Pascal, tu penses que le recteur Richard Lagagné a fait une erreur en mettant en branle cette seconde procédure disciplinaire? Je pense qu'il a fait une erreur. Et puis, d'après ce qu'on m'a dit, mais moi, je n'ai pas trop eu à en répondre, même pas du tout, parce que ce qui a été reproché aux autres témoins, c'est de rester dans le cadre de ce qu'on reproche à Andreas et qui est caractérisé par le devoir de réserve qu'on lui demandait. Donc, du coup, c'est un retranchement de l'institution derrière cet épouvantail, comme tu le sais bien, hein, qu'est le devoir de réserve. Donc derrière ça, on peut reprocher tout et n'importe quoi à un enseignant en l'occurrence. Donc du coup, c'est vraiment la goutte d'eau, enfin c'est l'erreur. Je dirais que c'est le bouchon qui est poussé un peu trop loin. Je pense que c'est une erreur parce que c'est pas crédible, quoi. C'est pas crédible, puis c'est excessif, quoi. Parce que à la limite, si le sujet de ce conseil de discipline, ce que je pensais au départ, c'était la question des plaintes que des enseignants ont déposées en complément de celle d'Andreas par rapport au proviseur, Monsieur Odile. Donc là, moi j'aurais compris pourquoi il y avait ce conseil de discipline, mais là le sujet c'était pas ça. C'était on cherche à reprocher coûte que coûte quelque chose à Andreas. On veut vraiment le faire tomber et le buter. On ne cherche pas à quelque part être objectif par rapport à ce qui s'est réellement passé entre lui et son proviseur. On noie le poisson et on en profite pour se servir de cet épouvantail que le devoir de réserve pour lui reprocher encore plus de choses, motif à certainement une tentative de mutation ou quelque chose comme ça. Donc Clotilde, tu es l'épouse d'Andreas depuis fort longtemps? Depuis combien de 40 temps? Enfin, on se connaît depuis 40 ans et son épouse depuis... Qu'est-ce que tu as pu dire et est-ce que tu as eu l'impression que la présidente de séance cherchait à te canaliser? Alors, déjà, on était dans une petite salle à attendre. On n'était pas du tout dans la salle où se trouvaient les 38 personnes. On devait attendre dans une petite salle. Donc, on a déjà attendu pendant 2h30, 3h, hyper longtemps. Chaque témoin est passé de manière individuelle. Et quand un témoin sortait, il était ramené vers la sortie. Donc, on ne pouvait pas échanger
avec les témoins qui sortaient de l'audience. Quand je suis rentrée de l'audience, je dois t'avouer que je n'ai pas l'habitude de parler en public et j'ai été très très effrayée. Et j'ai eu le temps d'être très effrayée pendant ces 2-3 heures d'attente. Bon, du coup, j'avais préparé un peu trop de textes par rapport à ce que j'ai pu présenter. La présidente d'audience m'a dit qu'ils étaient surpris et un peu choqués, qu'ils ne savaient pas que j'étais l'épouse d'Andreas. Et je dis oui, parce que je suis présentée sous mon nom de jeune fille, justement parce que je pensais qu'ils n'allaient pas qu'ils n'allaient pas accepter de me faire intervenir. Donc, comme je voulais témoigner en tant qu'épouse, j'ai donné donc mon nom de jeune fille. Mais du coup, ils m'ont dit que ça manquait un petit peu de transparence et je leur ai dit que la transparence, s'ils en voulaient, il fallait qu'ils se reportent au rapport de la collègue directe d'allemand d'Andreas qui s'adresse à l'inspectrice d'allemand par mail et par vouvoiement, alors que cette même inspectrice d'allemand, qui n'affectionne pas particulièrement Andreas, n'est autre que sa compagne dans la vie privée. Donc je leur ai demandé s'il y avait de la transparence et s'il n'y avait pas de conflit d'intérêts. Silence radio dans la salle. Silence. Personne de toute manière a dit quoi que ce soit. J'ai pu parler sans être interrompue. Ensuite, j'ai évoqué le fait que le dossier était vide. Il était vide de rapport, il était vide de contenu, il était vide de sens. Sur le dossier, en fait, comporte 11 rapports. Sur les 11 rapports, il n'y a que 5 rapports d'enseignants sur plus de 80 enseignants du lycée. Donc c'est très très peu. Et sur ces 5 enseignants, 2 enseignantes, une en a fait 2 rapports et l'autre, sa collègue d'allemand direct, en a fait 3. Ce qui fait que pour donner un peu plus de contenu et de volume, que j'ai évoqué, c'est que certainement le proviseur a dû faire appel à une secrétaire et puis aux parents représentants de la PEP, du CPE et je ne sais plus qui encore pour faire un petit peu de volume. Mais comme je leur ai dit, volume ne signifie pas qualité. Et là, je leur ai dit en finale que mon mari vivait du harcèlement au quotidien, que ce soit par son chef d'établissement et par ses collègues. D'ailleurs, j'ai montré qu'il y avait une incitation à faire des rapports contre lui par la proviseure adjointe. Ouais. Mais pour dire qu'il fallait des rapports. Ben oui. Coûte que coûte. Oui. Parce que il n'y en a pas tant que ça en fait. Hein. C'est vraiment assez évident. Ouais. Et j'ai conclu en disant que mon mari vivait du harcèlement au quotidien, que je me suis tue pendant 2 ans pour protéger ma famille et mes enfants, mais qu'aujourd'hui je disais stop et que je demandais à l'institution quand est-ce qu'ils allaient prendre des mesures pour le protéger, quelles mesures ils allaient prendre, sous quelle forme et quand. Et ensuite, la présidente de l'Assemblée a demandé s'il y avait des questions. Et du coup, personne n'avait de questions à me poser. Et je suis partie. Voilà. J'avais encore beaucoup de choses à dire que j'ai oublié de dire, mais bon, je pense que j'ai fait passer un message de harcèlement, alors que jusqu'alors, tous les témoins avaient été recadrés lorsqu'ils abordaient la question de harcèlement. Oui. Donc j'étais plutôt satisfaite en fait. Est-ce que tu as senti une évolution depuis un an? Oui, bien sûr, parce que je vois que je pensais vraiment que c'était une histoire courte, que ça allait être une histoire courte et que voilà, l'éducation nationale allait se rendre compte qu'il y avait des erreurs mais en fait je me rends compte que c'est un rouleau compresseur. Je sais pas s'ils veulent faire un exemple, abattre une personne.
quand je vois le collègue Emmanuel de Belgique qui a été radié, je me dis aujourd'hui tout est possible dans cette institution éducative. Donc effectivement, si il arrive quoi que ce soit à Andreas, je m'en voudrais que je n'ai pas porté la parole un peu plus fort, quoi. Voilà. Est-ce que tu as senti que la rétrogradation que le proviseur Odile lui a fait subir affectait beaucoup Andreas et que c'était une sorte d'humiliation? Est-ce que tu l'as senti, ça? Bien sûr. Après, Andreas, c'est quelqu'un de très résilient et de très fort, mais au bout d'un moment, on craque. Et effectivement, c'est humiliant. C'est quelqu'un qui a toujours eu à cœur de faire son travail, qui aime son travail, qui aime ses élèves. Il adore, c'est sa passion. C'est vraiment une passion. C'est pas qu'un métier, c'est une passion. Et on lui enlève sa passion, en fait. Donc oui, ils l'ont touché très fort. Et ça l'a bien sûr affecté. Mais comme je lui dis, parfois dans la vie, un mal peut être un bien et ça peut aussi rebondir sur des choses positives. Je veux rester positive en tout cas. Penses-tu que cela a été une erreur de mettre en branle cette seconde procédure disciplinaire? Alors, je suis très très mitigée. À vrai dire, jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas trop quoi penser en fait, parce qu'ils connaissent Andreas depuis le début. Ils savent que c'est quelqu'un qui prend la parole ouvertement. Ils savent qu'il a un comité de soutien. Il sait très bien que qu'il mène des actions en Belgique, au Luxembourg, etc. Donc ils connaissent en fait son parcours professionnel aussi, tout ce qu'il a mené. Et je me dis, ils ont mis quand même 38 personnes. Ils ont mobilisé 38 personnes pour une après-midi entière. Alors, je sais pas s'ils pensent que c'est une erreur ou pas. Moi, je suis très mitigée. Je me demande s'ils veulent pas faire un exemple. Je sais plus trop quoi penser en fait, mais je me dis que c'est de la folie pour une personne, pire qu'un criminel de guerre, de mobiliser 38 personnes. Et ce que ça coûte en énergie et en argent, parce que toutes ces personnes pendant 4 ou 5 heures sont payées. Mais pendant ce temps-là, elles font pas leur boulot, ni de prof, ni enfin, leur boulot, quoi. Moi, j'ai pas travaillé aujourd'hui pour venir. Donc, tous les témoins, tous les gens présents dans cette commission, on est payé à rien faire ou pas payé du tout, quoi. Donc, c'est mobiliser beaucoup de monde pour peu de choses. Mais bon, voilà, c'est comme quoi, je sais pas si on peut dire que dans l'éducation nationale, on fait beaucoup de vent. En tous les cas, c'est écologique. Les éoliennes, c'est écologique. Mais alors, bon. De graves manquements au devoir de réserve, c'est quelque chose de très, 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 très dangereux pour l'institution de l'éducation nationale. C'est très dangereux. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais par contre, des profs qui font des témoignages et qui critiquent l'institution, parce que sa collègue d'allemand fait un témoignage, un rapport dans lequel plusieurs fois elle critique l'institution en disant qu'elle ne comprend pas pourquoi Andreas, qui a été en pause pendant 4 mois, selon ses termes, hein, en pause, pour ne pas dire en vacances pendant 4 mois, recevait son salaire, alors que tous les collègues étaient indignés de cette mesure. Mais que fait l'institution? Donc, en plus d'être méchante, elle est ignare. Elle ne sait pas que les enseignants qui sont suspendus conservent leur salaire pendant cette période de suspension. Donc, c'est pitoyable, hein. Les rapports, quand j'ai lu ces rapports, je me dis, mais c'est pitoyable. Quelle énergie dépensée pour peu de choses, en fait. Et là, on ne parle pas de droit de réserve. Hein, donc, elle critique à 5 reprises dans son mail, elle critique l'institution.
Et j'ai pas eu le temps et la possibilité de caser le fait que quand est-ce qu'elle serait convoquée devant le rectorat. Mais je te le dis aujourd'hui. Ouais. Quand sera-t-elle convoquée au rectorat? On a déjà donné la parole à Bruno, Gilles, Pascal et Clotilde. Donc, quelle est ton impression? Oui, oui. Donc, on était avec Nancy et j'ai pu quand même aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Et après, c'était plus difficile parce que ils ont essayé d'écarter des témoins, ils ont essayé de nous couper en permanence. Ils ont essayé de dévier sur des détails qui n'ont aucune importance. Ils ont essayé d'esquiver le harcèlement moral et aussi certains témoins qui avaient des choses importantes à dire. Mais Nancy a réussi à imposer tous les témoins. On a parlé quand même du harcèlement moral, ça c'est important. On a pu dire qu'il y a 3 plaintes contre notre chef d'établissement. Il y a aussi un témoignage accablant d'une secrétaire. Et donc tout ça, ça a été entendu. Bon, sur le fond, je crois qu'il y en avait beaucoup, on n'était pas d'accord, mais on a glissé des messages. Et ça, c'est bien. Glisser des messages sur la liberté d'expression et aussi par rapport à tout le mal-être à l'école concernant les enfants et aussi certains professeurs, ils étaient quand même obligés d'écouter, même si avec leur rhétorique grossière, ils ne voulaient pas entendre. Et on a peut apporter aussi le conflit d'intérêts qui existe pour me juger. Donc, ça les coince aussi. Et ça, c'est super ce que Clotilde a apporté aussi, et Nancy aussi, de mettre sur la table qu'on est jugé sur des mensonges, des conflits d'intérêts et aucune prise de conscience réelle. Et on a glissé quand même à plusieurs reprises le message que l'éducation nationale doit ouvrir une discussion, un débat, et même s'il y en a beaucoup qui n'étaient pas d'accord avec nous, au moins ils l'ont entendu. Et ils ont reçu une bonne centaine de courriers avec des arguments solides, avec un gros effort de rédaction derrière. Et je pense ils se rendent compte qu'ils n'étaient pas, tout seuls à juger cette affaire. Il y a énormément de monde derrière, et surtout les 3 plaintes pour harcèlement moral, ça leur échappe maintenant. Ça ne passe plus dans le conseil de discipline, ça se passera ailleurs. Et j'ai insisté là-dessus aussi parce que c'est trop grave. On peut pas vivre encore des suicides de certains qui vivent ça, ou un mal-être énorme. Je pense qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, mais bon, c'est parfois, il n'y a aucun respect, aucune écoute réelle par rapport à ce qui se passe. On se planque derrière un masque, en partie une mascarade. Voilà, donc il y en a les amis qui étaient là, ça c'est super, le comité de soutien qui était là, qui est resté plusieurs heures, qui donne du courage. Et ça c'est entendu aussi à l'intérieur. Et bon, maintenant il faut attendre le résultat. Et ils vont délibérer ce soir. Mais mes impressions ne sont pas, optimistes jusqu'au bout, parce que ils ne veulent pas entendre certaines vérités, et ça c'est grave. S'il y en a des gens qui suicident, ou s'il y a des gens qui font mal, ça n'interpelle pas grand monde. Donc c'est pour ça que c'est toujours important de ne pas lâcher et de continuer. Est-ce que tu as l'impression, dans la partie personnelle, donc professeur ou, oui. Au personnel d'éducation, etc., est-ce que tu as l'impression que l'esprit est un peu plus ouvert que du côté de l'administration? Oui, tout à fait. Tu as l'impression que c'est à peu près pareil? Tout à fait. C'est pour ça que je veux remercier aussi énormément les témoins qui étaient là. Ils leur ont apporté une ouverture et ils ont adhéré à certains de nos arguments. Donc, il y avait Pascal Corradini, il y avait le docteur Gauthier Bain, il y avait un ancien élève, Antoine, Clotilde, mon épouse, 2 collègues qui ont porté plainte aussi pour harcèlement moral, Gilles et Bruno, et je pense que je n'ai oublié personne. Ça, c'était important de glisser des messages, et certains étaient à l'écoute, et c'est bien, hein. Malgré la bagarre qu'on a menée,
je pense quand même qu'on a su, comment dire, inspirer, j'espère, certains à une réflexion. C'est ça qu'on voulait, me faire réfléchir, comme on le dit toujours, pour protéger les enfants. Et ça, on a parlé des enfants en permanence, surtout Clotilde, elle en a parlé brillamment avec beaucoup d'émotion. Et ça, ils peuvent pas en faire abstraction parce qu'elle est thérapeute, elle est ostéopathe. Et voilà. Bon, je suis quand même pas mécontent, mais j'aurais espéré, je peux être un peu naïf, que sur certains points, on aurait pu trouver quand même, comment dire, une discussion. Mais bon, c'est comme ça. Tout à fait. Merci beaucoup, Jocelyne, de m'avoir donné la parole et à bientôt. Hein. À bientôt, Andreas. Ciao, Jocelyne. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao. Wiedersehen.